on va donc remettre un petit peu en lumière le travail qui a été fait avec toute l'équipe de l'Institut sur les idées reçues, hein, sur les idées reçues sur les cancers gynécologiques. Et on a la chance d'avoir avec nous Anne Ducassou, qui est radiothérapeute, Nathalie Vialol, qui est une de nos super infirmières de consultation d'annonce, Laurence Gadiev, qu'on ne présente pas, qui est une star de l'oncogynécologie, Josiane Ménard, qui est notre sexologue, sexothérapeute, et dont on a beaucoup besoin, qu'on embête beaucoup parce qu'on va parler de l'impact sexuel qu'ont tous les traitements que l'on fait. Et on sait que l'association Imagine est extrêmement attentive sur cette prise en charge. Et Muriel Rie, qui est notre diététicienne, pour lequel on va bien sûr parler de l'impact de la nutrition. Et puis, il y a quelques idées reçues dont il va falloir parler. Coralie ? Oui, merci de cette invitation et de porter la voix des patientes dans ce Septembre turquoise. Septembre turquoise, c'est le mois de sensibilisation au cancer gynécologique. Les cancers gynécologiques ont longtemps été tabous, on en parle peu et on a peu d'informations dessus. Donc, c'est bien que ce type de conférence soit organisée pour, en présentiel et en distanciel, pouvoir essayer de faire tomber un certain nombre d'idées qu'on peut avoir sur ces cancers méconnus. Donc, on va commencer avec une petite explication. Les cancers gynécologiques, c'est quoi ? Alors, pour nous aider, on va utiliser une petite infographie qui a été faite par l'équipe de l'Institut. Hein. Donc, les cancers gynécologiques, c'est quoi ? En fait, ça représente plusieurs organes avec plein de pathologies différentes. On va toujours faire le parallèle, par exemple, avec le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est un organe, hein, alors que là, on va avoir plusieurs organes. Alors, vous voyez que donc l'appareil génital est ici, avec donc le vagin, le col, l'utérus et l'ovaire. Et donc, on va avoir des pathologies différentes. Laurence, tu peux nous donner quelques informations sur l'ovaire, la particularité de cet organe, et puis quels sont les symptômes, hein, parce qu'on parle souvent du cancer silencieux. Alors, effectivement, les ovaires, en fait, c'est des petits organes qui sont dans une grande cavité. Hein, les cancers de l'ovaire sont quand même plus fréquents chez les femmes ménopausées. Un ovaire chez une femme ménopausée, on pourrait dire que ça a la taille d'un gros haricot coco. Donc c'est pas très grand. Et les symptômes qui vont être déclenchés par cette maladie sont des symptômes qui sont totalement atypiques. Ça va être des douleurs abdominales, ça va être un ballonnement, ça va être des troubles du transit qui persistent, parfois de la fatigue. Donc vraiment rien qui est très typique. Et donc souvent le diagnostic va mettre beaucoup de temps à être fait à cause de ce côté très atypique des symptômes. Et pourquoi il y a cette dissémination qui se fait ? Eh bien parce que en fait, vous savez que dans notre ventre, il y a une enveloppe qui s'appelle le péritoine, qui est une sorte de tapis qui recouvre la plupart des organes internes, sauf les ovaires. Et donc, du coup, les tumeurs qui vont se développer à partir des ovaires, elles vont envoyer des cellules se promener un petit peu partout dans la cavité. Ce d'autant plus que dans cette cavité abdominale, il y a beaucoup de mouvements à cause du tube digestif. Et donc, c'est comme ça que la maladie va se disséminer et qu'on va avoir ces symptômes très atypiques. Et maintenant, on va parler du cancer de l'endomètre, je crois. Je ne sais pas, c'est l'infographie suivante ? Oui. Le cancer de l'endomètre, donc l'endomètre, pour rappeler un petit peu, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Cette muqueuse qui se gorge de sang et qui donne les menstruations. La grosse différence, évidemment, notamment avec l'ovaire, c'est que vous avez un contact direct avec l'extérieur. Donc, le premier symptôme, et 90% des patientes vont présenter ce qu'on appelle en médecine des métroragies, c'est-à-dire du sang rouge ou des pertes un peu plus foncées correspondant du sang. Et c'est le principal critère de diagnostic, c'est le principal symptôme qui fait consulter la patiente. Et on trouve cette tumeur chez les patientes surtout ménopausées. Hein, c'est principalement des saignements après la ménopause qui doivent alerter pour diagnostiquer le cancer de l'endomètre. L'endomètre, ça fait partie de l'utérus, c'est le corps de l'utérus. Et juste en dessous,
il y a le col de l'utérus, voilà, qui est cette partie que l'on dépiste. C'est pour dépister le cancer du col de l'utérus que l'on réalise des frottis, des tests HPV. Et le col a également un abord direct vers l'extérieur, ce qui fait que c'est aussi une tumeur que l'on peut diagnostiquer lorsqu'il est assez avancé par du sang, des métrorragies ou des douleurs pelviennes. Voilà. Et on a, puisque c'est au fond du vagin, un accès simple pour diagnostiquer cette pathologie par donc des frottis ou des tests HPV. Le vagin est la cavité qui conduit au col de l'utérus et qui peut aussi être le siège de tumeurs qui correspondent en fait à des tumeurs qui sont sur la paroi du vagin, qui vont faire mal, qui vont saigner, qui vont être diagnostiquées soit spontanément parce que la patiente a des pertes ou alors lors des rapports, puisqu'ils peuvent être douloureux ou source de saignement ou de pertes sales. Alors, quelle est la cause de ces cancers du col de l'utérus, de le vagin et de la vulve? Eh bien, plus de 95%, dans 95% des cas et plus, c'est le papillomavirus, donc ce virus sexuellement transmissible auquel on est tous en contact. On a quasiment plus de 80% de la population va être en contact dans sa vie avec du papillomavirus, peut être infecté avec le papillomavirus, et ce papillomavirus va être éliminé par le corps dans une grande partie de la population, surtout les patientes jeunes. Il reste plus si on fume. Le tabac est un facteur de risque supplémentaire de persistance du papillomavirus et il peut être complètement indolent, invisible et créer des anomalies cellulaires et en plusieurs années, on dit 10 ans, potentiellement créer un cancer. D'autres facteurs de risque sont les dysimmunités, les problèmes immunitaires comme le VIH, le sida. Il n'y a pas de cause héréditaire au cancer du col et du vagin. Merci. La question que nous nous posons aussi, parce qu'on entend beaucoup parler du cancer du sein, les cancers du premier étage, et pas beaucoup des cancers du rez-de-chaussée. Donc, est-ce que ces cancers gynécologiques pelviens sont fréquents? Alors, ils sont beaucoup moins fréquents que les cancers du sein. Comme vous le voyez, une femme sur 9 ou sur 10 va avoir un cancer du sein, alors que on est sur, je sais plus, une femme sur 40 pour les cancers gynécologiques. Il y a à peu près 3000 cancers du col par an, je crois, diagnostiqués, les chiffres, voilà. Et il faut savoir que le cancer du col, sa particularité, c'est que ce n'est pas forcément les femmes ménopausées, ce n'est pas forcément les très jeunes, mais c'est plutôt 45-50 ans, avec une médiane à 55 ans. Les cancers du vagin sont plutôt, peuvent être aussi liés juste à l'âge, chez des patients très âgés, comme les cancers de la vulve. On n'a pas parlé de la vulve, c'est vrai. La vulve, ce sont les lèvres, hein, c'est l'extérieur, c'est avant le vagin. C'est vraiment ce qui est en contact avec la peau. Et c'est au niveau donc, de l'entrée du vagin, du clitoris et des lèvres. Ça, c'est la vulve. Et donc, il peut y avoir des cancers qui ne sont pas attachés, qui ne sont pas liés à l'HPV au niveau de la vulve et du vagin. Et ce sont souvent des patients très âgés. Et c'est quand même des cancers assez rares de la vulve et du vagin par rapport aux 3 principaux. Ça reste des cancers très rares. Laurence, le cancer de l'ovaire? Pour les cancers de l'ovaire, vous voyez, c'est à peu près 5000 nouveaux cas par an en France. Les cancers du sein, c'est 50 000, 55 000. Les facteurs de risque, on les connaît pas. On reviendra tout à l'heure sur la question de l'hérédité, mais d'une façon générale, les facteurs de risque, on les connaît pas bien. Et l'âge moyenne de survenue, c'est plutôt autour de 70-75 ans, mais il peut y avoir bien sûr des formes qui sont un petit peu plus précoces, hein, comme avec tous les cancers. Alors, une des questions qu'on se pose, c'est d'où ça vient? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est transmissible? Laurence, est-ce qu'il y a des cancers qui sont héréditaires dans les cancers gynécologiques?
Alors, dans les cancers gynécologiques, il y a 2 types de cancers qui peuvent être héréditaires, qui sont d'une part les cancers de l'ovaire et certaines formes de cancers de l'ovaire. Ça ne concerne pas tous les cancers de l'ovaire, puisqu'il y a différents types de cancers de l'ovaire. Et il peut y avoir également des formes héréditaires de cancer de l'endomètre. Donc, quand on parle de formes héréditaires, ça veut dire que quelqu'un a dans son patrimoine génétique une anomalie sur un gène, que ce gène a en fait très schématiquement un rôle qui est important dans le processus de réparation des cellules qui sont en permanence abîmées dans notre organisme. Et quand ces mécanismes de réparation ne fonctionnent pas bien, eh bien ça crée une sorte de starter, comme on avait autrefois pour démarrer les voitures, un starter qui va favoriser après derrière d'autres anomalies génétiques qui vont aboutir au processus de cancérisation. Et cette anomalie génétique, donc, qui fait partie du patrimoine génétique, peut se transmettre d'un parent à son enfant, indépendamment du sexe. C'est-à-dire un homme peut transmettre l'anomalie génétique. Et lorsqu'on a cette anomalie génétique, on a de plus fortes chances d'avoir certains types de cancers, donc ovaire, sein, probablement prostate pour les hommes et probablement aussi pancréas pour les anomalies des gènes qui sont les gènes BRCA, et cancer de l'endomètre et du côlon pour un ensemble de gènes qu'on appelle les gènes MMR qui s'intègrent dans un syndrome de prédisposition héréditaire qu'on appelle le syndrome de Lynch. Et donc dans toutes ces situations-là, le risque est augmenté avec des formes qui apparaissent souvent plus jeunes. Et on reviendra tout à l'heure sur ce qu'on peut proposer dans ces situations-là. Voilà. Mais héréditaire ne veut pas dire transmissible. C'est pas tout à fait la même chose. Absolument. Donc, on a bien compris que certaines formes pouvaient être héréditaires. Et quelle est la proportion, d'ailleurs, Laurence, des cancers héréditaires dans l'ovaire, en tout cas Dans l'ovaire, c'est à peu près 15 à 20%, donc d'un type particulier, une fois encore, de cancer de l'ovaire, qui sont des cancers que l'on appelle de haut grade. Merci. Et pour les autres cancers, et entre autres le cancer du col, il semblerait, puisqu'on a compris qu'il était dans une grande majorité des cas dû à un virus, le virus HPV, transmissible. Mais comment est-il transmissible? Alors, les cancers ne sont pas transmissibles. La bêtise, oui. La bêtise humaine, elle l'est, sans aucun problème. Par contre, le virus qui déclenche ces cancers, oui, il l'est. Alors, elle est effectivement, l'infection HPV est classée dans les maladies sexuellement transmissibles, mais on peut très bien attraper un HPV sur une cuvette de toilette. D'accord ? Il y a plein d'études qui ont montré qu'on peut avoir des enfants qui ont eu un contact avec de l'HPV sur des surfaces mal nettoyées. Voilà, il n'y a pas que les rapports sexuels. C'est une des raisons, on en parlera tout à l'heure, pour lesquelles les campagnes anti-vax disant il faut avoir une vie monacale avec, dans une grotte avec un seul partenaire, ça ne fonctionne pas, parce que probablement que dans les grottes, il y a aussi de l'HPV. Et c'est pour ça aussi, pardon Gwen, qu'on peut avoir pas mal de questions chez Imagine et des femmes qui appellent en disant mais mon mari m'a trompé, ou inversement ma femme m'a trompé parce que j'ai un HPV. Il faut savoir que quasiment 80%, comme vous l'a dit Anne, de la population va être exposée à l'HPV. Donc, il ne faut pas ostraciser les porteurs d'HPV. On est tous concernés par le papillomavirus. D'autant que le cancer, comme l'a dit Anne, apparaît parfois 20 ans, 30 ans après la contamination. Il ne faut pas se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé 2 ans avant. On peut avoir eu l'HPV depuis des années sans que la cause soit toute récente. Alors, quatrième question qu'on se pose, est-ce que l'on peut prévenir ? Est-ce que l'on peut prévenir ? Alors, on va parler de la prévention générale de tous les cancers. Muriel, est-ce que le fait d'avoir une alimentation saine ou de faire des régimes particuliers protège du cancer? Eh bien, on va combattre les idées reçues. Non, sur ce type de cancer, non. Il a été démontré qu'il y aurait un lien pour le cancer du sein ou d'autres localisations, mais pas là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire manger absolument
n'importe quoi. Mais j'en profite pour dire, et on en a parlé sur l'atelier tout à l'heure, que toutes les personnes qui vont vous dire que c'est parce que vous avez mangé beaucoup de sucre, que ça alimente la tumeur cancéreuse, etc., ça n'a pas été démontré à ce jour. N'écoutez pas ce genre de propos. Voilà. On a aussi des questions régulières au sein d'Imagine sur le lait de vache. Si je prends du lait, je vais avoir un cancer. Qu'en pensez-vous? Alors, rien n'a été démontré. Sont incriminés, sont recherchés les facteurs de croissance. Mais je vous incite à aller regarder le réseau NACRE sur Internet qui fait la synthèse de toutes les recherches internationales et en fait un résumé au niveau national correspondant à nos habitudes alimentaires. Et sur le lien entre le lait, en particulier le lait de vache, et les tumeurs, rien n'a été démontré. Alors, on ne va pas parler de l'alcool, du tabac ce soir. Tout le monde sait très bien que ce sont des facteurs majeurs d'apparition des cancers. Oui. On parle parce que là, on est sur la prévention. Martine ou Stéphanie, nos deux rubies. Le sport. Attends. Faut un micro. Est-ce que le sport, l'activité physique, prévient l'apparition d'un cancer? Alors oui, l'activité physique en fait a un impact que ce soit en prévention primaire, en prévention secondaire ou en prévention tertiaire. En prévention primaire, alors je rappelle, on a plusieurs types de prévention en médecine. La prévention primaire, c'est pour prévenir la survenue de la maladie. Donc on n'est pas malade. Et l'idée, c'est d'agir sur des facteurs qu'on appelle modifiables. Il y en a plusieurs. Le tabac, la sédentarité, la suralimentation, enfin la mauvaise alimentation, les comportements alimentaires et l'alcool. Donc, ce sont les principaux risques modifiables. Et donc, nous, sur l'activité physique, on sait que sur la prévention primaire, donc sur la survenue d'une maladie cancéreuse, évidemment, ça change en fonction des cancers, mais par exemple, on peut diminuer de 20% la survenue d'un cancer du sein en pratiquant une activité physique régulière, soutenue. Ça veut dire qu'il y a un effet seuil, en fait, et qu'il va falloir dépasser un certain seuil d'intensité pour avoir ces effets-là. Mais c'est valable aussi en prévention tertiaire. En prévention tertiaire, on va pouvoir... Qu'est-ce que c'est la prévention tertiaire? C'est éviter les séquelles et la récidive de la maladie cancéreuse. Et donc, l'idée, c'est par la pratique d'une activité physique de diminuer les risques de récidive. Et en fait, en pratiquant une activité physique avec un certain seuil, on peut diminuer le risque de récidive dans le cancer du sein, dans le cancer de l'utérus, dans le cancer de la prostate, dans les cancers colorectaux. Voilà, il y a une grosse méta-analyse qui a montré qu'on pouvait diminuer la récidive dans plus de 20 types de cancers différents. Voilà, donc oui, l'activité physique, ça fonctionne. Donc, il faut faire du rugby, hein, Martine? Oui, par exemple. Tu veux dire un mot des rubies? Pourquoi pas? Oui, donc l'activité physique, il faut, je crois, surtout qu'elle soit adaptée à la personne qui veut la pratiquer. C'est-à-dire que ce qu'on sait maintenant, c'est que tout type d'activité physique, comme l'a dit Stéphanie, avec un certain niveau d'intensité, une certaine régularité, est un plus en prévention à tous les niveaux en cancérologie. Par contre, il faut que cette activité physique, elle soit pérenne dans le temps, parce que sinon, ça n'a plus aucune efficacité. Et clairement, il faut que la personne à qui on la propose trouve son intérêt dans cette activité. Alors, il y en a de plusieurs types. Il y a des activités qui sont individuelles, il y a des activités qui sont duelles, comme l'escrime, et puis il y a des activités comme le rugby, qui sont des activités qui ont un côté collectif et ludique, et qui peuvent aussi apporter peut-être un petit supplément d'âme par rapport aux activités duelles ou individuelles, parce que ce côté collectif, ce côté équipe du rugby, ça permet d'avoir une émulation, de se sentir appartenir à une famille, et ça permet de fidéliser les gens beaucoup plus facilement sur une activité. Et puis, il y a la troisième mi-temps.
Merci. Et indépendamment de ces conseils pour tous les cancers gynécologiques pelviens, il y a la prévention avec le vaccin HPV dont on parle beaucoup en ce moment. Imagine a beaucoup travaillé dans ce sens et très bientôt, puisque ça commence le 2 octobre, il y aura la vaccination dans les collèges pour les 5e. Mais est-ce que le vaccin est efficace, Gwen ? Alors ça, c'est difficile de répondre devant toi. Alors tu vas reprendre le micro parce que c'est toi qui vas répondre. On rappelle que Coralie s'est battue un peu partout, à l'Assemblée nationale, devant à peu près tous les ministres de la Santé depuis quelques années, pour arriver, 4 ? Ouais. Tu en as épuisé 4 pour arriver à des belles choses. Ils sont tous partis. Oui. Alors, il y a eu d'abord une des batailles d'Imagine a été le remboursement de la vaccination des garçons, puisque l'HPV ne concerne pas que les femmes, malgré ce qu'on peut entendre entre autres sur France Info dernièrement. J'ai du mal à digérer ce reportage qui indiquait que les garçons devaient se vacciner pour protéger les femmes d'un cancer du col. Non, le cancer, il n'y a pas que les femmes qui peuvent avoir des cancers liés à un virus HPV. Il y a aussi les hommes. C'est 6000 cancers par an qui sont dus au virus HPV. 2000 hommes, 4000 femmes. Évidemment, il y a le cancer du col, le cancer de la vulve et du vagin, mais il y a aussi le cancer du canal anal, les cancers ORL et aussi le cancer du pénis. Donc, tout le monde est concerné par le virus HPV et ses conséquences. Il est donc important de vacciner les filles et les garçons. Et puis maintenant, on a des années de recul et des preuves dans des pays, on va dire, avec une forte population, comme l'Australie, par exemple. L'OMS a déclaré en 2019 que tous les cancers liés au papillomavirus étaient en voie d'éradication sur les populations vaccinées. Les filles sont vaccinées depuis 2007, les garçons depuis 2013 en Australie. En Suède, où quasiment l'ensemble des filles et des garçons, en tout cas près de 90% sont vaccinés, mais comme en Espagne, comme en Allemagne, comme en Grande-Bretagne, avec nos 32% des filles et des garçons vaccinés, on est vraiment les parents pauvres au niveau européen. Et il est prouvé en Suède par une étude sur 1600 jeunes filles vaccinées, 1600 jeunes filles, 800 000 pas vaccinées et 800 000 vaccinées, que celles qui ont été vaccinées sont protégées à 88% contre les virus HPV, donc c'est massif. Donc n'hésitez pas à en parler autour de nous, vaccinez vos filles et vos garçons de 11 à 19 ans. Alors, où est-ce qu'on peut se faire vacciner ? On a besoin d'aller chez son médecin et quand on a 20 ans, 22 ans, 23 ans, est-ce qu'on peut se faire revacciner ? Ou se faire vacciner, pardon, se faire vacciner. Alors, depuis le 9 août, après aussi une deuxième bataille, les professionnels de santé et entre autres les pharmaciens d'officine peuvent vacciner, peuvent prescrire et vacciner. C'est-à-dire que ce n'est plus la peine d'aller voir son médecin pour avoir une ordonnance pour ensuite récupérer le vaccin et ensuite retourner chez son médecin pour être vacciné, ce qui est passablement compliqué. Donc, très prochainement, vous pourrez aller en pharmacie pour faire vacciner les filles et les garçons de 11 à 19 ans. De 11 à 15 ans, c'est 2 doses à 6 mois d'intervalle et de 15 à 19 ans, c'est 3 doses. Après, il reste une population de 19 à 26 ans où l'étude suédoise dont je vous parlais prouve qu'entre 19 et 30 ans, le vaccin est encore efficace à plus de 52%. Donc, il peut avoir un vrai bénéfice sur toute une population. Et actuellement, il n'y a que les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes de 19 à 26 ans qui peuvent bénéficier de cette vaccination de rattrapage. Donc, nous sommes en train de continuer à agir auprès des institutions et de la haute autorité de santé pour qu'il n'y ait pas d'ostracisation d'une population et que les jeunes hommes et les jeunes femmes qui souhaitent être vaccinés entre 19 et 26 ans, quelle que soit leur orientation sexuelle, puissent le faire. Donc, on espère, mais vous pouvez. Alors après, c'est une histoire de coût et ça, c'est un vrai problème de santé publique. De 19 et 26 ans, vous pouvez vous demander à votre médecin de vous prescrire la vaccination en rattrapage. C'est possible et ça se fait régulièrement. Et pour en prescrire pas mal, je peux te dire que les CPAM de la région ne posent pas de problème, remboursent quel que soit l'âge. Quand on est des jeunes mamans, Anne, Nathalie, c'est stressant de faire vacciner ses enfants ?
Non, bien sûr que non. Micro. Non, bien sûr que non. Aujourd'hui, on n'a pas de grands moyens de prévenir et aujourd'hui, le vaccin nous permet d'avoir une solution efficace. Et comment ne pas vacciner aujourd'hui nos enfants quand on sait qu'on va pouvoir sérieusement limiter le risque d'apparition de la maladie. Donc non, j'ai 2 enfants et les 2 sont vaccinés, bien sûr. Ce que je trouve intéressant justement dans cette tranche d'âge-là, c'est que ça peut être un moyen justement d'aborder la sexualité, de faire de l'éducation sexuelle à ces enfants, non pas de leur apporter comme une menace, parce qu'on parlait de l'HIV aussi, etc., mais voilà, d'apporter une explication et d'obliger les parents également à en parler. Voilà. C'est une très bonne idée, Josiane, toujours. Alors, il y a toute une tranche d'âge comme moi, qui n'a pas pu être vacciné et comme d'autres. Et peut-on dépister ces différents cancers? Alors, on va peut-être commencer par le col et puis on va... Non, parce que tu voulais commencer par l'ovaire. Non, c'est pas ça du tout, mais dans la prévention, on a oublié une petite chose, c'est de revenir aux formes héréditaires de cancer que l'on peut prévenir de façon certes radicale, mais qui est par la chirurgie. Et donc, lorsque une femme est porteuse d'une mutation du gène BRCA, par exemple, eh bien, à partir d'un certain âge, on peut lui proposer d'avoir une chirurgie qui va consister à retirer les ovaires et les trompes pour empêcher que la maladie ne se développe. Et cette chirurgie préventive peut également se discuter chez les femmes qui ont un syndrome de Lynch pour l'utérus également. Mais ça, c'est des situations extrêmement particulières puisqu'il n'y a pas d'autres moyens de prévenir les cancers de l'ovaire en particulier, mais il y a cette discussion possible des chirurgies préventives dans les formes héréditaires. Et pour ça, il y a une association qui s'en occupe, qui s'appelle Génétique Cancer, avec lequel Imagine travaille beaucoup, qui sont très accompagnantes pour les patientes enfin pour les dames qui ont des signes héréditaires de la maladie. Donc, n'hésitez pas au besoin à prendre l'information auprès de Génétique Cancer. Et je rajoute une chose, parce que la question est souvent posée aussi. En population générale, le risque d'une femme dans la vie de développer un cancer de l'ovaire est quand même très faible. Et par conséquent, en dehors des formes héréditaires, il n'y a pas de discussion sur de la chirurgie préventive. Ce n'est pas parce qu'on a des ovaires et qu'on est ménopausé qu'il faut aller les enlever pour. C'est un geste chirurgical, ce n'est pas un geste anodin. Et donc, en dehors de ces situations particulières où le risque est très élevé, il n'y a pas d'indication à faire des chirurgies préventives larges dans la population. Alors, est-ce que ces cancers peuvent se dépister, Laurence, puisque tu as le micro, l'ovaire, l'endomètre? Pour les cancers de l'ovaire, la réponse est simple, c'est non. Il n'y a aucun moyen à l'heure actuelle de les dépister. Et pour les cancers de l'endomètre, le dépistage va se faire uniquement, toujours pareil, dans des populations de patientes particulières, entre guillemets, qui sont les patientes qui ont une forme héréditaire. Mais peut-être il faudrait, Gwenaëlle, redéfinir qu'est-ce que c'est le dépistage, parce qu'il y a le dépistage individuel et il y a le dépistage de population générale, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, tout à fait. Donc le dépistage individuel, vous recevez... quand on est comme moi, avoir passé un certain âge, la cinquantaine, des petites enveloppes pour aller faire le test pour le dépistage du cancer colorectal ou le frottis ou la mammographie. En tout cas, donc ça, c'est un dépistage organisé dans toute la population. Ces dépistages organisés, en fait, ils s'adressent à certains cancers qui sont des cancers dans lesquels qui sont relativement fréquents dans la population et pour lesquels on a une action facile, pas trop chère, qui permet de diagnostiquer ces formes précoces. Mais dans le dépistage individuel, ça veut dire que on est en dehors de ces âges, ou alors on va consulter pour faire ce dépistage, et c'est un petit peu différent. Et comme l'a dit Laurence, il y a certains, par exemple, le cancer de l'ovaire ne peut pas se dépister. Qu'en est-il du cancer de l'endomètre?
Laurence? Eh bien, le cancer de l'endomètre, il n'y a pas de dépistage en population générale qui existe parce que c'est la difficulté d'un test de dépistage en population générale. C'est ce qu'on apprenait à la fac, ça n'a pas dû trop changer, bien que mes années de fac soient quand même assez loin. Un test de dépistage, il faut qu'il soit simple, acceptable pour la personne, qu'il soit fiable, facilement reproductible et peu coûteux parce que c'est à l'échelle de la population générale. Derrière, il faut que la pathologie qu'on dépiste soit une pathologie pour laquelle on puisse proposer des options thérapeutiques qui seront d'autant plus efficaces que le diagnostic sera fait précocement. Donc, ça ne fonctionne pas malheureusement pour tous les cancers. Pour l'endomètre, la difficulté, c'est le test facile, reproductible, acceptable, qui existe pas tout à fait parce qu'il faut faire des biopsies de l'endomètre, donc c'est déjà un geste un peu plus invasif, mais il peut être proposé effectivement pour, comme on le disait tout à l'heure, des femmes qui ont un risque particulier de cancer de l'endomètre dans le cadre des syndromes de Lynch. Pour les cancers du col, ah non. Oui, alors les choses ont évolué dans le cancer du col. C'est ça. Donc avant 25 ans, il n'y a toujours pas de dépistage recommandé parce que la plupart des lésions ou des infections à HPV vont disparaître, surtout chez les patientes qui ne fument pas. Donc en fait, on ne va pas faire un surdiagnostic. À partir de 25 ans et jusqu'à 35 ans, le dépistage, c'est toujours le frottis cervico-vaginal, c'est-à-dire on va recueillir des petites cellules juste à l'entrée du col utérin et on va regarder les cellules. Après 35 ans, ça a changé. On a maintenant des tests HPV où on va détecter directement si l'HPV est présent sur le col utérin. Uniquement si cet HPV est présent, on va regarder, on va faire un frottis supplémentaire. Mais le frottis n'est plus l'examen que l'on réalise en première intention à partir de 35 ans. Et donc avant de 25 à 35, je crois que c'est toujours tous les 3 ans. Est-ce que ça a été mis C'est tous les 25 2 ans à 30, en fait, le frottis. Et c'est à partir de 30 En fait, il y a un premier HPV. frottis à 25, un an après, pour vérifier que le premier n'était pas… voilà. Et après, c'est tous les 3 ans. Et à partir de 30 ans, c'est l'HPV. S'il est négatif, parce qu'on a eu un certain nombre de personnes que je reconnais dans la salle qui ont posé la question, c'est 5 ans. Donc, il est négatif, c'est 5 ans. C'est le même, autre question qu'on a souvent chez Imagine, c'est le même geste. C'est pas vous n'aurez pas l'impression de faire quelque chose de différent. Le frottis et le test HPV, c'est la même chose. Mais dans un cas, si je ne dis pas de bêtises et sous votre contrôle, c'est l'œil humain qui regarde si les cellules sont en dysplasie, donc ont été modifiées du col, alors que le test HPV, c'est un test biologique. Donc, c'est au moment de l'analyse que l'analyse se fait de façon différente. Alors, on est dans un pays dans lequel il y a beaucoup de pénurie de médecins. Il y a aussi des patientes qui, malheureusement, ne peuvent pas payer les dépassements d'honoraires de certains de nos confrères, qui ont des difficultés d'accès pour faire ces dépistages. Coralie, tu as une solution ? Alors, j'ai peut-être pas une solution, mais dans certains pays européens, toujours, qui sont en avance et qui ont mis en place certaines mesures, comme en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, il y a l'autoprélèvement. C'est-à-dire que les femmes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un rendez-vous avec un gynécologue, une sage-femme ou un généraliste qui a l'habitude de pratiquer ce type de geste, peuvent faire un autoprélèvement. Et donc, on agit, on espère obtenir cette avancée des pouvoirs publics dans les 18 mois, pour que les pharmaciens puissent avoir ce kit d'autoprélèvement. Donc, les femmes partout en France pourront aller dans leur officine, récupérer ce kit, faire l'autoprélèvement chez elles. On a l'habitude de dire chez Imagine, c'est comme un test Covid, mais c'est dans le vagin. C'est très facile à faire. Et ensuite, on le rapporte au pharmacien. C'est lui qui le transmet et c'est lui qui accompagne la dame dans les résultats et dans son suivi s'il y a lieu. Donc, on va déjà laisser les pharmaciens absorber la vaccination et ensuite, on passera à l'autoprélèvement, mais ils sont extrêmement favorables. Et pour discuter avec le syndicat national des pharmaciens d'officine, ils sont très favorables à accompagner les femmes. Et l'autoprélèvement viendra en complément, évidemment, de ce qui est fait par les médecins et les professionnels de santé. C'est pour que les femmes
où qu'elles soient géographiquement et quel que soit leur niveau socio-économique, puissent aussi être dépistées, puisque dans les autres pays européens, la moyenne est de 70% de dépistage des femmes concernées, et en France, on atteint péniblement 47%. Il y a une question dans la salle. Oui, je voulais préciser que les sages-femmes pouvaient pratiquer les frottis et aussi la vaccination et que les femmes ne le savent pas. Oui, c'est gynécologue, sage-femme et généraliste spécialisé. Absolument. Non, absolument. Vous êtes là et on en parlait aussi sur les stands pour une première consultation quand vous avez votre fille qui atteint la vingtaine et qui est un peu réticente. Les sages-femmes peuvent être un premier accès à une consultation gynécologique et n'hésitez pas à faire appel à elles. C'est un vrai soutien dans ce désert médical qui est celui de la gynécologie en France, la gynécologie médicale en France. Alors, sixième sur cette question qu'on s'est posée, comment ça se soigne? Vous voyez qu'il y a plein de choses là. Laurence a dit que c'était une marguerite, hein, donc une marguerite turquoise avec effectivement, comme en cancérologie, on n'est jamais tout seul. Il faut s'allier à plusieurs pour prendre en charge les cancers. On va peut-être commencer par les cancers du col. Anne, comment ça se traite globalement? Si on les dépiste tôt, que c'est pris à temps, que c'est tout petit, c'est la chirurgie. Alors, on ne va pas détailler toutes les chirurgies, mais ça peut être une conisation en petit bout du col jusqu'à l'utérus qu'on enlève complètement. Et puis, quand on est devant une tumeur plus étendue localement ou qui a atteint des ganglions, et là, on bascule sur des traitements plus lourds de radiothérapie associés à de la chimiothérapie et de curithérapie, qui est un geste de radiothérapie peu connu, mais qui est réalisé chez de nombreuses femmes avec un cancer de l'endomètre ou du col utérin, voilà, et qui consiste à aller traiter directement au contact du col utérin la tumeur. Il y a de très bons résultats locaux, mais ce sont des maladies qui sont à risque de récidive ailleurs, en fait. Donc, il faut vraiment essayer de les dépister au début, toutes petites. Alors, on va juste faire un petit focus sur la curithérapie parce que dans les forums d'Imagine et dans les OncoStream qu'on a réalisés, il y a eu beaucoup de questions. Tu as mis en place avec Josiane quelque chose d'un peu original ici, c'est que les patientes qui doivent avoir une curithérapie, qui est un geste quand même invasif. C'est un geste invasif. Alors, il y a plusieurs types de curithérapie. Donc, c'est la problématique, c'est qu'on confond toujours un peu tout. Là, on parle vraiment de la curithérapie du cancer du col avec hospitalisation, où on garde un matériel dans l'utérus en place pendant plusieurs jours, où on est allongé, et avec le risque à plus long terme d'avoir des séquelles au niveau vaginal, puisqu'on va traiter le col et souvent le vagin, avec des risques de fermeture, en fait, ce qu'on appelle la sténose, ou de sécheresse importante, voilà. Donc avec un impact sur la sexualité, sur l'image de soi, qui est très important. Et donc toutes nos patientes rencontrent Josiane avant la curithérapie, pendant la curithérapie et après la curithérapie, à la fois pour discuter de leur sexualité avant, pendant, après, et puis pas que de la sexualité, justement de tout ce qui tourne autour, de l'image, du vécu de cette curithérapie aussi, je crois, parce que je suis pas à tes consultations, donc je pense qu'il se passe beaucoup de choses. Josiane. Voilà, alors d'abord je remercie Anne et puis Martine qui est dans la salle aussi, qui grâce à elle on a pu mettre en place justement cette consultation oncosexologique. En fait, c'est vrai que dans le cadre du cancer du col et dans le cadre du cancer gynécologique et particulièrement du col, parce qu'il y a quelque chose d'éventuellement transmissible, et que les patientes font un lien avec leur sexualité, c'est important justement d'élargir cette prise en charge et puis de faire le point là-dessus, d'abord sur leur vie d'avant, de ce qu'il en était, de ce que va entraîner, ou les répercussions qu'il peut y avoir liées au cancer, mais également sur le plan psychologique, mais également sur le traitement lui-même, qui peut être d'une part assez intrusif et très intrusif pendant 3 jours là, lors de l'hospitalisation, mais ensuite après, comment est-ce qu'on peut se réhabiliter à une sexualité, à une vie sexuelle, lorsque on peut, comme on l'a
vous l'avez suggéré tout à l'heure, avoir une perte de confiance dans son partenaire. Donc, j'ai entendu au travers de certaines consultations de se dire, ben voilà, c'est lui qui m'a provoqué ce cancer par cette sexualité, parce que j'ai le VIH, enfin, par l'HPV, par exemple. Mais également le fait que il y a toujours une culpabilité par rapport à la sexualité, d'en parler. C'est le moment d'en parler, justement, de faire un point peut-être sur sa vie sexuelle, qui est très difficile à faire dans le cadre dans les couples. Je vous poserai la question, mais vous y répondez pas, bien sûr. Est-ce que vous avez fait un jour le point de votre sexualité, de votre intimité avec votre partenaire féminin ou masculin? Donc, je vous invite à le faire. Donc, ça va être le moment pendant cette consultation, cette prise en charge, cet accompagnement, justement de faire, de retravailler ça, d'avoir une relecture de vie de sexualité et d'avoir une nouvelle projection. Alors, si la patiente est là ou s'il y a le partenaire, c'est très bien. Après, il y a un travail de réhabilitation, alors plus fantasmatique, hein, parce que la difficulté, c'est que les organes gynécaux féminins ne se voient pas. Et la concrétisation de la maladie, elle va se faire par le traitement, et que le traitement est agressif. Hein, dans la mesure où il est intrusif, ça peut être douloureux, ça peut réveiller également des résurgences traumatiques antérieures qui n'ont jamais été avouées, qui n'ont jamais été délivrées chez un psychologue ou chez un médecin. Donc, tous ces traumatismes peuvent remonter à la surface et il est important de pouvoir en parler, les traiter, les accompagner. Et ensuite, il y a tout ce travail de réhabilitation sexuelle, parce qu'il y a le risque de sténose, bien sûr, et de pouvoir se réhabiliter, se réinvestir sur un plan érotique au niveau génital et revenir dans un investissement phallique. Là, je vous balance un terme sexologique, bien sûr, mais ça veut tout dire. Donc, on va utiliser donc des dilatateurs pour pouvoir retrouver une souplesse vaginale et bien sûr éviter des risques de sténose. Et un point très important qu'on a tout le temps chez Imagine et dans dans beaucoup de cafés et dans beaucoup de caravanes cocons que nous faisons avec le laboratoire GSK à travers la France, après la chirurgie, est-ce que j'ai un trou? Et ça, c'est vraiment une question que se posent toutes les patientes. À un moment quelconque des 2 jours de cocon, c'est comment maintenant? Alors oui, quand je parlais de fantasmatique, qu'est-ce que c'est que la fantasmatique? C'est l'image que l'on peut avoir de ces organes génitaux. Alors chez les hommes, c'est beaucoup plus facile, ça se voit, ça marche pas. Ceci dit, ça peut être très compliqué parce qu'il y a des hommes qui peuvent être très regardants justement sur leur fonctionnalité grâce à ce qu'ils peuvent voir. Chez la femme, ça se voit pas. Ce que l'on voit ou ce que l'on ressent, c'est les conséquences de la maladie, les conséquences des traitements. Alors je parle de cicatrices, on vient de parler de la curithérapie. Et dans tout ce qui est chirurgical, la plupart du temps, les organes génitaux paraissent, on a l'impression, quand on est une femme, d'avoir des organes génitaux, enfin des ovaires, d'un utérus énorme, voilà. Mais en fait, pas du tout. C'est tout petit, et on peut avoir en post-opératoire, quel que soit le type d'intervention chirurgicale gynécologique, on peut avoir une impression de vide pelvien, c'est-à-dire d'une béance. Là, je travaille beaucoup le dessin avec des patientes pour qu'elles me parlent de leur représentation, mais c'est parfois difficile à imager. Donc, elles le dessinent et j'ai des images extrêmement intéressantes à travailler après et puis à retravailler après pour voir une fois que les cognitions et les croyances sont travaillées, pour voir l'évolution de ça. Et par rapport à ce que peuvent ressentir certaines femmes, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a une hystérectomie, une chirurgie qui peut paraître banale si on est en période ménopausée, c'est l'impression que le vagin n'est pas fermé. Donc, comment est-ce que je peux revenir dans une sexualité coïtale si je ne sais plus comment je suis faite et l'impression que le sperme peut aller voyager dans le péritoine, je ne sais pas. Mais c'est fou ça, mais c'est des images qui sont très inhibantes, inhibitrices, donc pour pouvoir revenir dans la sexualité. D'accord ? Merci beaucoup. C'est très important de parler de sexualité dans les cancers du col, cancer de l'endomètre et cancer de l'ovaire. Et d'ailleurs, Laurence, comment soigne-t-on le cancer de l'ovaire? Mais il y a quand même une question à laquelle on n'a pas répondu. Gwen, est-ce que tu fais le vagin? Pourquoi c'est pour moi cette question?
Quand on se fait opérer, qu'on se fait enlever un morceau de doigt, on a une cicatrice. Voilà. Et donc, ça va être pareil. Dans le fond du vagin, il va y avoir une cicatrice parce qu'effectivement, on ferme le vagin. Donc, effectivement, il n'y a pas d'inquiétude fantasmagorique, à part fantasmagorique, comme l'a dit Josiane, il y a juste une cicatrice dans le fond du vagin. Donc, Laurence. Alors, pardon. On a bien compris que tu essayais d'échapper à la question. Concernant le traitement des cancers de l'ovaire, donc pour le traitement des cancers de l'ovaire, il y a 2 piliers fondamentaux qui sont d'une part la chirurgie et d'autre part ce qu'on doit appeler maintenant les traitements médicaux. Parce qu'il n'y a plus que la chimiothérapie qu'on a longtemps utilisée de façon exclusive. Il y a maintenant à côté de la chimiothérapie d'autres traitements, des anti-angiogéniques, des inhibiteurs de PARP, qui sont ces médicaments qui vont agir sur les cellules qui ont certaines anomalies de fonctionnement. Et c'est vraiment cette combinaison du traitement chirurgical et des traitements médicaux qui sont les 2 piliers de la prise en charge des cancers de l'ovaire. À l'inverse des cancers de l'utérus, il n'y a pas de place dans le primo-traitement des cancers de l'ovaire pour la radiothérapie. Nathalie, alors on a la chance ici d'avoir mis en place une consultation infirmière pour chaque patient. Quel est ton retour au bout de 10 ans, 15 ans de consultation d'annonce? Quelles sont les choses qui inquiètent les patients avant une intervention chirurgicale, en particulier sur un cancer de l'ovaire? Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des patientes, déjà parce que c'est une intervention qui va toucher sur l'intimité. Donc, elles ont besoin d'être rassurées. Elles ont eu des informations assez complètes par le chirurgien qui leur a parlé techniquement de ce qui allait être fait. Mais elles ont des inquiétudes, elles ont besoin d'être rassurées sur comment ça va se passer concrètement, l'hospitalisation et surtout les suites, comment est-ce qu'elles vont vite récupérer, qu'est-ce qu'elles vont devoir mettre en place à la sortie, comment ça va se passer pendant le temps d'hospitalisation. En fait, ce qu'on retient, c'est que les patientes, elles ont besoin d'être écoutées, d'être rassurées. Et on a besoin, nous, de s'adapter aux inquiétudes qui vont être différentes d'une patiente à une autre. Et c'est juste un temps d'écoute que chaque patiente a besoin, qui doit être réalisé, qui va être plus ou moins long, plus ou moins nécessiter plus ou moins d'informations. Mais en tout cas, c'est juste leur donner un temps pour qu'elles puissent s'exprimer et qu'on puisse les aider. Oui, surtout que le cancer de l'ovaire a une prise en charge assez particulière. Là, on parle beaucoup de chirurgie, mais il faut un parcours avant de décider quel est le traitement qui va être fait. Et dans la majorité des cas, on ne commence pas forcément par la chirurgie, mais on peut commencer par un traitement. Et pour ça, il faut être pris en charge par des centres spécialistes de ces maladies qui demandent une prise en charge de plusieurs spécialités. C'est pourquoi on travaille pour que les patientes puissent bénéficier d'un parcours qui corresponde aux recommandations avec ça va paraître assez dingue, mais une imagerie, une biopsie, une analyse anapathe et une réunion pluridisciplinaire avant qui décidera du traitement de la patiente. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, dans un certain nombre de cas, on ne va pas commencer par la chirurgie. Alors, Gwen nous dit très souvent, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et c'est vrai qu'au sein d'Imagine, souvent, on comprend, on a cette maladie et on a envie de s'en débarrasser très vite. On en parlait sur le stand tout à l'heure, mais il faut suivre cette prise en charge puisque c'est la chirurgie complète qui est la meilleure chance pour la patiente de ne pas rechuter. Tu peux compléter, bien sûr. Oui, puis je pense qu'il faut rendre hommage à Imagine et à ton travail. Après un cache investigation qui a fait du bruit, après avoir harcelé Olivier Véran toutes les semaines pendant des mois, il y a eu le décret de loi est sorti et je pense que c'est la pugnacité d'Imagine qui a fait qu'il a réussi à craquer et à passer un texte de loi qu'on attendait depuis 15 ans, la veille de son départ entre les deux tours. Voilà. Les deux tours. C'est quand même pas mal. Et j'ai une petite question justement à ce propos. Concernant la chirurgie des cancers de l'ovaire, est-ce qu'il y a des situations où la chirurgie est urgente? Parce qu'il y a vitesse, précipitation, urgence. Est-ce qu'il y a des situations où la chirurgie est urgente? Parce que finalement,
parfois, on voit arriver des patientes qui ont été opérées parce qu'on leur a dit il faut vous opérer là, tout de suite, immédiatement, c'est urgent. Alors, Coralie m'a cité. Je ne me souviens pas l'avoir dit, mais Si, tu l'as dit. il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence en cancérologie telle que la cancérologie que l'on fait. Une patiente a toujours, on va donner l'exemple d'ici, hein, une patiente qui appelle pour avoir un rendez-vous, elle a sous 48 heures. Un cancer de l'ovaire n'est pas à 48 heures d'une urgence, d'accord. Les occlusions, c'est-à-dire d'avoir l'intestin bloqué par un cancer de l'ovaire, c'est exceptionnel. Et on a toujours le temps d'aller consulter dans un centre expert et de voir quelqu'un qui connaît la pathologie. D'accord. Je vais vous donner un exemple qu'on connaît depuis maintenant plus de 15 ans en France. Hein. On a montré que sur certains cancers rares, le fait de frapper la bonne porte, et bien, la survie des patients a été augmentée de façon considérable. Faut penser que c'est exactement la même chose dans le cancer de l'ovaire. Alors, dernière question, et la recherche, et donc c'était l'affiche qui était à l'arrière des bus et dans les métros à Toulouse grâce à l'action de Laurence pendant les 15 premiers jours de septembre, ce qui est quand même une performance en pleine époque de Coupe du Monde de rugby. Laurence, est-ce que la recherche avance? Alors oui, la recherche avance, et c'est vrai qu'elle avance beaucoup et vite. Depuis, on va dire, une grosse dizaine d'années, avec en particulier dans les cancers de l'ovaire, donc la révolution qu'a représenté l'arrivée des inhibiteurs de PARP, donc ces fameux traitements qui agissent une fois encore sur des cellules qui ont certaines anomalies de réparation. Alors ça ne marche pas dans tous les cas, pour toutes les patientes, mais pour une certaine proportion de patientes, c'est vraiment un traitement qui a révolutionné les choses. Et donc ça a été vraiment la première étape importante qui a réouvert la recherche en gynécologie, parce que pendant on va dire les années 90, 2000, il se passait malheureusement pas grand-chose. Là, maintenant, on avance vraiment. Et il y a du coup encore des questions maintenant autour de ces inhibiteurs de PARP dont on a un peu mieux défini la place. Malheureusement, ils ne sont pas efficaces chez toutes les patientes. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Il faut qu'on sache pendant combien de temps il faut les prendre dans certaines situations. Il faut qu'on comprenne si on peut les associer avec d'autres traitements, si on peut les réintroduire. Donc, il y a encore beaucoup de questions et on a encore du travail à faire. Le deuxième grand domaine de recherche, c'est l'immunothérapie. Alors, dans l'immunothérapie, il y a plusieurs choses. Il y a les médicaments qui vont, j'allais dire, déverrouiller les portes pour que le système immunitaire puisse redevenir actif vis-à-vis des cellules tumorales qu'il devrait reconnaître comme étrangères. Et puis, il y a la vaccination. Alors, sur la vaccination, il faut faire un petit point. On a parlé de la vaccination HPV. La vaccination contre l'HPV, c'est la vaccination préventive qu'on connaît comme le Covid, comme la grippe. Hein, c'est pareil, c'est empêcher une infection de se développer. Les vaccins qu'on utilise dans la majorité des cas en cancérologie sont des vaccins thérapeutiques. Et la difficulté, c'est d'arriver à trouver la cible de ces vaccins thérapeutiques, qui est exceptionnellement une cible unique, qui est souvent une cible multiple, enfin qui sont des cibles multiples plus exactement. Et donc aujourd'hui, cette vaccination, en particulier cette vaccination thérapeutique, en particulier dans les cancers de l'ovaire, est vraiment à un stade de recherche. On n'a aujourd'hui aucune certitude sur la vaccination. Il y a des essais qui sont en cours. On essaie de positionner cette vaccination thérapeutique, mais aujourd'hui, on n'a aucune certitude. Ce d'autant plus que l'immunothérapie, pour l'instant, n'est pas le meilleur outil thérapeutique dans les cancers de l'ovaire, parce que toutes les tumeurs n'ont pas la même sensibilité à l'immunothérapie. Et donc, on a encore besoin de creuser beaucoup pour déterminer la place de l'immunothérapie dans les cancers de l'ovaire. Par contre, cette immunothérapie, alors pas dans son côté vaccination, mais dans son côté je déverrouille les portes, apporte beaucoup, non seulement dans les cancers du col de l'utérus, mais également dans les cancers de l'endomètre, dont la prise en charge a évolué de façon extraordinaire ces dernières années. Et puis le troisième bloc de recherche à l'heure actuelle, c'est autour de chimiothérapie qui sont maintenant vectorisées, c'est-à-dire on positionne un médicament de chimiothérapie
sur une clé. J'aime bien remarquer cette métaphore de la serrure, sur une clé, et cette clé, on va la faire rentrer dans une serrure qui se trouve spécifiquement sur les cellules cancéreuses. Alors, il peut y avoir différentes clés, différentes serrures, et ça permet comme ça la pénétration de médicaments de chimiothérapie dans la cellule tumorale de façon plus ciblée pour essayer de limiter les effets secondaires sans les annuler complètement. Et après, il y a le médicament va aller sur toutes les cellules autour. Hein, voilà. Et donc ça, c'est en gros, c'est vraiment les trois grands axes de recherche à l'heure actuelle que l'on a en gynécologie, plus pas mal de nouveaux médicaments avec en essayant d'aller rechercher vraiment des points de déficit dans les cellules et d'aller les cibler avec les traitements. Donc on a vraiment beaucoup de choses qui se développent, mais la recherche, elle n'avance pas qu'en médecine, elle avance aussi un petit peu en chirurgie. Oui, tout à fait. Hein. Donc, il faut que les patientes que l'on voit en consultation comprennent que quand on propose certains gestes chirurgicaux, ils ont été, dans l'immense majorité, évalués dans le cadre d'études. Et on sait que, par exemple, dans les progrès de certaines pathologies, il y a les procédures de ganglion sentinelle. Qu'est-ce que c'est un ganglion sentinelle? Avant, on allait enlever tous les ganglions d'une zone. Maintenant, on va aller chercher le premier relais qui est après le tuyau, hein, qui est juste après la tumeur, pour essayer de limiter les séquelles et d'avoir une information importante. Et puis, dans les cancers de l'ovaire, on évalue les stratégies. Quand est-ce qu'il faut opérer? Est-ce qu'il faut opérer au début, après un peu de chimiothérapie, après toute la chimiothérapie? Est-ce que ça vaut le coup de faire de la chimiothérapie pendant l'opération? Tout ça fait l'objet de recherche. Alors, avant de clore, on a deux stars. C'est ça. Hein, on a Rihanna et Lina qui vont venir nous montrer ce qu'elles ont fait avec leur maman pour Septembre Turquoise. Alors attention, c'est magique. Hein. Vous pouvez les applaudir. Allez, mettez-vous au milieu. Et comme ça, vous allez... Lina, c'est toi qui commence? Oui. Allez, vas-y. C'est marqué quoi? Luttons ensemble contre les cancers gynéco. Alors attention, c'est la magie là. Tu peux rester là si tu veux, non? Ouais. Ah. Ah ben refais. Ah, la répète, ça marchait bien. Tu me soulèves. Attends. Normalement, ça devait faire comme ça, c'est ça? Le bleu doit partir, c'est ça? Non, ils étaient tous à l'intérieur. Et il y avait Ah. Bravo les filles. Alors donc c'était l'œuvre éphémère. Parmi toutes les œuvres que nous ont fait les patients, les accompagnants, des anonymes, et puis des personnes qui travaillent ici, comme Adiba. Bravo Adiba, c'est très beau. Et
Et merci à vous d'être restés pendant cette conférence. Merci Coralie d'être venue. Et merci de nous avoir laissé la parole. Merci d'avoir organisé tout ça. Merci à l'Oncopole, parce que ce septembre turquoise à l'Oncopole de Toulouse est absolument incroyable. Et parler des cancers gynécologiques, c'est important. Ça permet aux patientes de se sentir moins seules dans la maladie, et ce qu'on essaie de faire maintenant depuis 8 ans avec Imagine. N'hésitez pas à consulter le site d'Imagine, à participer au café. Le partage permet de mieux vivre la maladie et de vous accompagner aussi dans les différents effets que ça peut avoir sur vous. Et puis, vous avez une équipe ici incroyable. Donc, vous avez toutes les chances de votre côté pour que ce parcours se termine bien. Merci à tous et merci à tous les intervenants. Et merci Gwenaëlle de m'accompagner toujours dans ces webinaires et conférences.